Bonjour à toutes et à tous et à tout est pointé.e.s. Non, je rigole. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais continuer mon récit de ce voyage essentiellement par voie terrestre du Vietnam à la France. Et je vais parler cette fois-ci de la première partie. Donc, étape par étape, bien sûr, puisque le voyage par voie terrestre, l'intérêt c'est de le faire progressivement. Sinon, on prend l'avion, tout simplement, pour sauter toutes les étapes. Mais là, l'intérêt, c'est de découvrir chaque zone géographique au-delà d'un pays en tant que tel. D'ailleurs, une petite anecdote, je trouve que la donne dans le voyage a énormément changé quand on dit j'ai fait tel pays. Est-ce que tu as fait tel pays? Oui, oui, je l'ai dans ma checklist, comme on dit en anglais. L'idée de pouvoir mettre un pays entier dans sa poche, je trouve ça bizarre, comme s'il y avait une liste à faire. Bon, je pense qu'il peut y avoir une idée un petit peu amusante, un petit peu façon jeu vidéo. J'ai fini telle quête ou telle quête. J'ai découvert la zone, c'est exploré, c'est sur ma map, c'est fait. Donc ça, si on le dit à la légère, pourquoi pas. Mais si on le pense sérieusement, ce serait un peu dommage parce qu'on rate énormément de choses en pensant s'octroyer un pays du simple fait de son expérience, du simple fait d'avoir passé quelques jours, bon, dans le meilleur des cas quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années si vous voulez agir comme une espèce de gourou, expert expat qui connaît tout du pays de A à Z parce que ben, ça fait quelques moments que vous y êtes, donc vous aurez techniquement plus de légitimité pour en parler. D'ailleurs, il est évident qu'on ne peut pas passer une vie entière dans chacun de ces endroits à visiter. Donc, il y a des endroits où je n'ai été que de passage. Et des gens ayant été, des francophones en l'occurrence, pour ceux qui nous rassemblent, ayant été dans ces endroits que je vais évoquer lors de mes voyages, pourraient peut-être apporter leur pierre à l'édifice en documentant davantage, en me réfutant, en confirmant quelques constats que j'aurais pu faire et que je partage, que je vous partage. Donc ça, c'est possible uniquement s'il y a cet échange sans a priori, en se disant, surtout avec une donne YouTube un petit peu parfois pleine d'agressivité, ça c'est le propre de l'intellectualisme, donc il peut y avoir ce côté tout faire pour détruire le raisonnement de l'autre, montrer que l'autre a tort pour montrer que nous on aurait raison. Donc bon là je vois pas l'intérêt d'agir comme ça, donc faut voir où ça peut mener. Je vais apporter des anecdotes amusantes d'ailleurs, parce que sinon c'est un petit peu, je dirais, chiant de rester dans une logique petit peu académique comme ça. L'université c'est terminé pour moi. J'ai vu les travers. C'est une vaste blague énormément prise au sérieux. Et le mot phare, l'université, c'est quand même la respectabilité. Université, respectabilité, ça va de pair. Donc, sans cette respectabilité, les professeurs d'université n'auraient pas cette autorité pour vous enseigner la vie d'une certaine façon. Donc là, ce serait un petit peu montrer à quel point je pouvais moi-même être soit susceptible, soit énervé. Je réagissais vite. Par exemple, c'est normal, il faut y réagir vite. Quand un vieux chinois est en train de cracher des molars lorsqu'il est à côté de vous, non pas dehors, mais dans un train, et que vous êtes assis à côté, côte à enfin, l'un de l'autre, là, vous lui faites une leçon. Écoutez, laissez-moi vous montrer la lumière française. Je vous montre l'aura de la lumière de la civilisation, universalisme à la Victor Hugo. Je suis le grec du monde. Je vais vous expliquer ce que c'est l'illumination philosophique et je vais vous dire non, il ne faut pas cracher à l'intérieur. Ça ne se fait pas. Oui, oui, je m'applaudis tout seul parce que il y a des choses, ça ne se relativise pas, c'est tout, c'est comme ça et basta. D'autres se relativiseront et dans bien des cas, bon, vous avez compris qu'il y avait un certain humour, une autodérision dans ce que j'ai dit. Mais dans certains cas, oui, il y a des absolus. Et dans d'autres cas, oui, il y a des moments où vous avez à apprendre lors de vos voyages
de ces populations soi-disant tiers-mondistes ou d'autres pays d'ailleurs. Les autres cultures sont très intéressantes. Mais il faut vraiment être loin de cette espèce de hippisme exotique qui va vous faire dire que tout est magnifique chez les autres, le côté ravissant dans le voyage. Donc ça, je l'ai découvert dans le train à Canton, déjà, dans le Canton. Parce que c'était un train de Nanning, la première ville où j'ai été en Chine, jusqu'à Foshan, Guangzhou. Et je suis allé à Foshan également. Jusqu'à Foshan exactement. Et ça commençait bien. Et là, ça c'était d'ailleurs, la Chine à Kung Fu Panda, on en est loin, hein. Faut le dire clairement. Il y a cet aspect pittoresque de la Chine, mais paradoxalement, la révolution culturelle, du moins c'est ce que j'ai pu observer, a vraiment tout uniformisé, un peu trop d'ailleurs, parce que du coup c'est moins intéressant pour l'étranger de visiter tout ça. On se dit ah mais c'est ok, bon, c'est un petit peu, c'est très centralisé, c'est présenté de la même façon et il y a un côté austère propre au communisme. Après, sûrement il doit y avoir un état-providence très fort. Des avantages dans le communisme lui-même, qui sait, mais fouf, quand on voit l'uniformisation dans les pensées, l'homogénéisation de la société, et bizarrement on voit que ce communisme va vraiment de pair avec le capitalisme, parce qu'il y a toutes ces croyances folkloriques chinoises sur le côté money money, vraiment c'est l'argent roi, c'était on prie des dieux différents, des fantômes différents pour le business. Donc maintenant on va vers les anecdotes, parce que ce sont souvent les expériences qui forgent le constat, et avant ces expériences-là, il y avait les a priori qui tournaient autour des clichés, des stéréotypes qui nous ont été véhiculés via les médias, la pop culture, enfin via les dessins animés que l'on a vus comme Tintin, Lotus Bleu, comme bon bref, comme les films également. Donc on voit la réalité après une certaine expérience. On ne la pense pas parce qu'elle est jolie d'être pensée ainsi. On ne pense pas à la réalité suivant une certaine esthétique dans la pensée elle-même. Faut juste la voir, bien réagir, ne pas hésiter à montrer la laideur de sa propre société, peut-être pour mieux réagir contre la laideur des autres sociétés. Et cette laideur-là permet d'analyser euh, un constat, un véritable constat, mais surtout vous permet de mieux profiter lorsque les choses deviennent belles d'elles-mêmes. Et c'est vrai que durant le voyage, j'ai été chanceux quand même, franchement, très loin très loin du cliché du baroudeur qui doit tout le temps faire face à des mésaventures. Il y en a de temps en temps, mais quand même, bon, vous allez voir vous-même, c'est à vous de juger. Donc, première étape, Nanning, c'était un train depuis Hanoï, le Vietnam. Et ça a été plutôt confortable en fait. Après, il en faut peu pour être confortable. Ça, c'est le pouvoir du voyageur qui ne fait pas la fine bouche. Et en ça, vous êtes riche d'avance, là, d'emblée, tout de suite. Si vous êtes dans de bonnes conditions, facilement, sans mettre la barre trop haut, vous vous sentez chanceux pour un rien, vous êtes destiné à être satisfait. Et ça, je pouvais le voir parce que j'étais dans une sorte d'ascétisme. Dans le train, par exemple, avec les sièges durs à 90 degrés, bon voilà, et tout ça pour payer le moins cher possible les transports. Donc, qui dit voyage pas cher, dit une meilleure légitimité pour faire le voyage en lui-même. On se dit peut-être qu'on a un petit peu de mérite de faire un tel voyage plutôt que de passer par des cases où il faut être tout le temps confortable en permanence. Et souvent, on se rend compte que ce confort, il part d'une volonté de ne pas perdre la face et de manifester un certain ego vis-à-vis d'un certain statut social. Et là, je n'avais vraiment rien à faire. Je me sentais au-dessus de ces considérations que finalement je trouvais
Certes, la plupart des gens ayant ces considérations les trouvent hautes, mais moi j'ai trouvé plutôt basses. C'est-à-dire, je me sentais avec un certain air hautain, paradoxalement, du haut de ce petit budget, de cette petite recherche hors de tout confort. Je me sentais presque au-dessus, en fait, de ces gens qui, techniquement, officiellement, sont au-dessus de moi. Donc c'est ça le paradoxe. Et pour moi, trop chercher ce type de confort, montre c'est peu intéressant parce qu'on mise tout dans le avoir et non dans le être, donc ou voir dans le savoir. Donc après, il est bon de temps en temps s'enrichir lorsque les conditions vous en sont données. Donc j'étais vraiment loin du cliché hippie parce que je fouinais quand même durant mes voyages toute opportunité potentiellement, je disais avec humour capitaliste, mais il n'y avait pas le meilleur moyen pour le dire. En fait, j'étais énormément honnête en disant ça. Et ce qui était marrant, c'est que je me jugeais comme le méchant. Bon, après, je faisais mon petit jeu de gamin en me disant que je faisais un pèlerinage capitaliste, alors qu'en fait, ça avait rien de ça. Hein. Il y avait un côté clairement humain, humaniste dans la donne. Mais j'étais là, chercher chaque, comme je disais en anglais, business opportunity, les opportunités business. Et il y en a énormément. Donc, ça avait bien commencé d'ailleurs. Ça avait commencé avec une chinoise avec qui j'avais flirté, une très belle chinoise d'ailleurs, avec qui j'avais flirté à Hanoï, qui était retournée à Nanning, une ville dans le canton. Et elle m'a montré les environs, mais elle parlait mal anglais. Et du coup, elle avait amené une interprète, une de ses amies qui parlait bien anglais. Donc, elle faisait le pont, entre guillemets, entre elle et moi. Et là, soudainement, après m'avoir montré les alentours durant l'après-midi, et il faisait chaud, le soleil tapait. D'ailleurs, les Chinois utilisaient énormément les parapluies lorsqu'il fait jour. Du coup, l'idée, c'est de ne pas trop bronzer, parce que c'est mal vu de trop bronzer là-bas. Donc, rester pâle pour être jolie. Et elle m'a montré bon, les alentours, et après, elle me dit, est-ce que ça ne te dérange pas si mon mari nous rejoint? Je suis là, ah, quoi? Ah, ton mari? Ah, ok, bah, ouais, je sais pas, ouais, pourquoi pas de problème. Et donc, j'avais compris qu'en fait, c'était un mariage arrangé, que le mari était l'ami de sa mère, et un homme d'affaires, qui avait énormément d'argent. Il avait le bureau, etc. Il a insisté d'ailleurs pour que j'aille visiter son bureau, et il m'a fait une cérémonie du thé, qui est l'équivalent de de la dégustation de vin en France. C'est-à-dire, il y a des thés extrêmement chers en Chine. Ça témoigne aussi d'un bon statut social. Et là, j'évoquais mon voyage dans tous les endroits, c'est ça l'avantage de la curiosité, tous les endroits qui m'intéressaient dans les alentours de Nanning. D'ailleurs, il y a des montagnes karstiques près d'une rivière à Guilin. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais à un moment, ça m'intéressait d'y aller. Après, vu que j'avais vécu au Vietnam, donc j'ai vu Ninh Binh, la baie d'Along terrestre, puis la baie d'Along normale. Disons que des montagnes karstiques, j'en avais vu énormément, donc je n'étais pas à ça près, mais c'est vrai qu'un jour, peut-être que j'aimerais y aller. Et là, c'est ça le plus intéressant, c'est que lui, autant que son collègue, me disent, ouh, mais tu sais, il y a des fantômes mauvais pour les affaires à Nanning. Pas à Nanning, à Guilin. Ah bon? Et là, il fallait que je fasse semblant de comprendre et de hocher la tête en me disant, ah d'accord, s'il y a des fantômes qui sont mauvais pour les affaires, il vaut mieux que je n'y aille pas. Parce que moi, je cherche des bonnes opportunités pour faire des affaires, ça peut être intéressant. Et je le disais ouvertement. Et dans la mentalité chinoise, on m'y encourageait, comme quoi, hein, devenant d'un pays communiste. Et, et du coup, le tout est mêlé avec une certaine superstition, avec des fantômes du coup qu'il faudrait prier, certains qui apportent de la chance pour les affaires et d'autres qui n'apportent pas de chance, que c'est le contraire, ils maudissent vos affaires entre guillemets. Donc il vaut mieux éviter tels endroits maudits par tel fantôme si vous avez des ambitions entre guillemets, bon non, officiellement capitalistes. Donc c'est ça le paradoxe. Bref, du coup le repas avec le mari c'était un petit peu bizarre pour moi parce que j'avais eu l'impression
d'avoir été utilisé après à bon escient, hein, enfin, par la chinoise lorsqu'elle était à Hanoï, qui ne m'avait rien dit de tout ça. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable. Après qu'on ait couché ensemble, elle avait téléphoné sa copine, qui elle-même habitait à Hanoï, et elle avait recommandé, comme ça, en mandarin, je comprenais rien, j'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, ah, je parle à ma copine là. Bon. Et après, en gros, elle lui avait recommandé de venir, de coucher avec moi, tout simplement. Je dis, quoi? Et sa copine m'a contacté pour que l'on se rencontre une fois que la première chinoise, celle que j'ai revue à Nanning, était retournée du coup à Nanning. Donc, une fois que je suis à Nanning, je retrouve cette chinoise-là. Et elle l'appelle carrément sa copine de Hanoï qui vivait toujours à Hanoï, l'autre chinoise, qui me disait mais comment tu vas toi. J'espère que tu vas bien. En mode pas de souci quoi. Elles m'ont partagé comme une propriété publique communiste. Bon moi ça m'a fait plaisir en soi. Pas de souci, deux en un, ok, hein, pourquoi pas. Donc bon, j'étais l'heureuse victime de tout ça. Et Et là, ça m'a fait bizarre vis-à-vis de toute conception romantique que les Français peuvent avoir de l'amour, un minimum, on va dire. C'est que là, c'était purement un business, enfin, un business wedding, je sais pas, un mariage d'affaires arrangé, c'est-à-dire son mari avait 10 ans de plus, donc oui, elle n'hésitait pas à coucher avec un jeune de son âge comme moi, par exemple, au lieu de juste avant le fameux mariage, et à croire qu'il y a une dimension bien moins dramatique. Pour tout ça. Il y a un côté très pragmatique qui parfois me fait froid dans le dos, même si je le trouve intelligent. C'est juste que on n'y est pas totalement habitué du côté français. Donc ça, c'est pour le côté nanning. C'était juste une journée, une nuit. D'ailleurs, une nuit d'hôtel payée par un chinoise, mais bon, qui n'est pas restée pour la nuit, hein. Donc ça a bien commencé, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. D'ailleurs, une autre anecdote, pendant le repas, un repas le long d'une belle rivière, et il a sorti le grand jeu, l'homme d'affaires chinois, il a sorti la bouteille de vin de Bordeaux, et il me dit, parce que t'es français. Moi, je dis, ah, cool, ok, ma foi. Et là, il sort des verres de shot. Je dis, hein? Et en gros, eux, ils comprenaient pas, ils se mettent à trinquer le verre, les shots de vin rouge français pour faire allez, shot. Et là, ils prennent des culs secs. Et donc ça m'avait un petit peu marqué, bah, beaucoup marqué. Je dis, ah bon, ok, c'est bizarre. Bon, je vais faire semblant que c'est normal. Et j'ai bu avec eux, de là à me saouler. Et après, j'ai continué sur du vin tibétain. Ça n'a pas du tout le goût du vin tibétain, enfin du vin. C'est autre chose. C'est assez fort. C'est pas très, enfin moi j'ai pas trouvé ça très bon. Et le mélange, ça m'a fait faire un échec fatal. Combo fatal, je suis rentré chez moi, j'ai lâché un petit vomito, mais jusque-là j'ai tenu, j'étais étonné. Vous savez, ce moment où on atteint le lit avec un effet hélicoptère, on se dit mais est-ce que mon lit est en train de tourner en rond là? Ah non, non, c'est juste moi, je suis bourré, ok. Bon, c'est comme ça avait bien commencé, une première nuit comme ça, bon ok. J'avais fait un... Bon, j'avais dit un bon au revoir à un chinoise, même si c'est un passé logiquement. Et là, je suis parti pour Foshan, où il y a eu du coup ce fameux monsieur, avec d'ailleurs des ongles très longs. C'est bizarre ça, surtout l'angle du petit doigt. Et apparemment, ça peut aider à gratter les oreilles ou se curer le nez. J'ai pas trop compris l'intérêt, bref. Mais et il crachait des bons molars par par terre là comme ça, mais sur le sol quoi. Et j'étais là, mais t'es dégueulasse, arrête. Donc bon. Et j'ai pas hésité à réagir. Et là, il était choqué que je réagisse. Ah oui, bon, quand même. Et bon, après, voilà, je cherche en allant dans la dernière classe aussi de train. Et j'arrive à Foshan, et là, je retrouve Ted. Bon, il a un autre prénom, mais il avait pris un prénom anglophone. Ted, un entrepreneur chinois qui était dans l'export de panneaux solaires et que j'avais rencontré au Laos. Et il m'a dit que si jamais je passais en Chine, il pourrait m'héberger. Et c'est ce qu'il a fait. Et j'ai eu beaucoup de chance. Donc, il s'occupait d'ailleurs bien de ses parents et il me disait que beaucoup, après leurs études, il avait étudié le droit également.
beaucoup après leurs études restaient dans une certaine zone de confort. Donc c'était bien que j'essaie de faire un voyage comme ça. Et d'ailleurs, je me sentais comme le tout petit qui avait tant à apprendre face à quelqu'un qui exportait déjà des panneaux solaires et se faisait beaucoup d'argent. Mais lui, en contrepartie, il m'a dit que ça lui a permis de, 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 de flâner dans Foshan, voir le temple Deep Man, là où il faisait son Kung Fu Wing Chun, ou d'autres horizons. Ça lui a permis de sortir de sa routine quotidienne. Donc, en fait, ça lui a fait beaucoup de bien aussi de me parler de son pays comme ça. Et après, on a continué jusqu'à Guangzhou ensemble. On a rencontré une couchsurfeuse. Vous connaissez le site Couchsurfing. Il vous aide énormément si vous voulez être hébergé d'ailleurs. Euh, Juste le temps d'une après-midi, on a sympathisé d'une manière cool. Et après, il était temps déjà d'aller vers Changsha. Donc voilà, c'était mon court moment au canton. D'ailleurs, canton Guangzhou, Guangzhou, c'est la ville principale du canton. C'est à côté de Shenzhen, qui est lui-même à côté de Hong Kong, le fameux Hong Kong. Guangzhou, en fait, est une ville immense et paradoxalement, il y a une petite montagne, je crois que c'est le nom, un nom très pittoresque de chinoiserie, montagne du petit nuage blanc, quelque chose comme ça. Bref, qu'on a monté du coup jusqu'au sommet, au milieu même de la ville en fait, ou du moins sur le côté, et ça offre un panorama assez sympa. Après, les villes chinoises sont très, comment dire, denses. J'ai l'impression que la quête principale, c'est de mettre le plus de gens possible dans l'espace le plus petit possible. Donc, et il y a certains endroits esthétiques avec un certain havre de paix, mais sinon c'est une espèce de jungle urbaine la plupart du temps. Et mine de rien, ce qui m'avait choqué le plus, et en fait c'est ce qui choquerait le moins un Français typique, c'est que la circulation retourne essentiellement à la voiture. C'est-à-dire ce sont les voitures qui font la majorité dans les routes. Alors qu'au Vietnam, là où j'ai vécu à Hanoï, jusque-là, c'était les scooters qui faisaient la majorité. Et paradoxalement, le chaos de la circulation en scooter me manquait presque. Je trouvais qu'il y avait un côté charmant, alors qu'au début je m'en plaignais, mais finalement j'arrivais à regretter le chaos de la circulation à Hanoï, parce que je trouvais qu'il y avait trop de règles avec ces grosses voitures encombrantes, trop de feux rouges, les gens s'arrêtent au feu rouge, bref. Juste le droit à respecter, hein. Donc voilà, il n'y a pas le même rapport au droit en Chine qu'au Vietnam. En Chine, il y a un rapport effectif au droit avec des vraies sanctions. Donc on ne blague pas avec ça. Voilà, après j'ai pris un train pour Changsha, qui est plus au nord déjà. Donc je vais plus tard faire une autre vidéo sur la Chine intérieure. Donc c'était la petite anecdote du canton en attendant. Sinon, petit aparté, les petits déjeuners cantonais sont excellents. Ça va au-delà du riz cantonais, la nourriture cantonaise. Donc en soi aussi, la langue cantonaise a 6 tons, encore plus complexe que le mandarin. Et là, vous pouvez comprendre qu'il y a une véritable identité dans le canton même, c'est-à-dire tout ce côté sud-sud-est de la Chine par rapport au reste de la Chine même. Donc, comme vous l'avez compris, il y a plusieurs Chines dans la Chine. Et là, j'ai vu une identité bien particulière. C'est comme ça, du moins, que le voyage a commencé. Donc, à bientôt pour de nouvelles anecdotes sur ce long voyage du Vietnam à la France, essentiellement par voie terrestre, essentiellement parce qu'il n'y avait pas eu de Pakistan en l'occurrence. Allez, à bientôt. Cheers.